J'accuse Émile Zola, les grands textes de l'affaire Dreyfus. Avant-propos. Le 5 janvier 1895, à l'école militaire, devant la troupe en grand uniforme et les badauds agglutinés derrière les grilles pour hurler leur haine, le capitaine Alfred Dreyfus, jeune stagiaire à l'état-major, était solennellement exclu de l'armée. Ses galons arrachés, son sabre brisé, il allait expier son crime, loin de la France, au milieu des mers, sur un bout de rocher au nom évocateur, l'île du diable. Son crime, Dreyfus aurait livré des documents à l'Allemagne. Une pièce, une lettre missive qu'on appellera bientôt le bordereau, dérobée à l'ambassade et dans laquelle 3 experts sur les 5 consultés avaient cru reconnaître son écriture, en constituait l'unique preuve. Une bien maigre preuve, en vérité, à laquelle l'accusation avait ajouté quelques ragots ramassés dans les bars qui devaient permettre au juge de se faire une conviction. Pour faire bonne mesure, avant le procès, le ministre de la Guerre, le général Mercier, avait confié aux journalistes sa certitude de la culpabilité de l'accusé, montrant ainsi la voie à suivre aux juges militaires qui ne pourraient qu'entériner le verdict de leur chef. De plus, on l'apprendra plus tard, un dossier secret dont la pièce la plus importante était une lettre ayant trait à un espion désigné par la seule initiale D, un nommé Dubois, découvrira-t-on par la suite, avait été communiqué en toute illégalité au moment des délibérations à l'insu du prévenu et de son défenseur. Si on ignorait tout à ce moment de la transmission illégale, on avait pu lire les déclarations de Mercier, autre entorse au droit, mais on s'en souciait peu, à de rares exceptions. Dreyfus avait été jugé et bien jugé par ses pairs, et ce pour le plus abominable des crimes commis au profit d'un ennemi à qui on promettait une défaite tout aussi humiliante que celle qu'il avait infligée à la France en 1870. Jugé et bien jugé, donc, et tout était pour le mieux. Il faisait un traître très convenable. Pour beaucoup de militaires, il représentait sans doute cette armée républicaine et en voie de modernisation dont les officiers avaient gagné leur galon à l'école quand d'autres, leurs aînés, les avaient eus au feu, mais il était surtout avant tout un juif dont la présence sous l'uniforme était insupportable à une vieille garde réactionnaire et cléricale. Car dans l'armée, comme en dehors, le vieux préjugé était là, tenace, qui se déchaînait sur le moderne Judas dont la République, un siècle plus tôt, avait fait un citoyen. La Libre Parole, le journal antisémite d'Édouard Drumont, pouvait triompher, qui depuis 1892 dénonçait la présence des Juifs dans l'armée. L'affaire récente venait confirmer le bien-fondé de sa campagne. Coupable, Dreyfus l'était pour tous, militaire ou civil, antisémite ou non, monarchiste ou républicain, conservateur ou révolutionnaire, bourgeois ou ouvrier, et indiscutablement. On en venait même à regretter un châtiment si doux. L'affaire avait été rondement menée pour la satisfaction générale et on aurait dû ne plus jamais entendre parler du traître. Si, détail d'importance dont l'accusation ne s'était guère embarrassée, il n'avait été innocent. Pour réparer l'erreur, le plus grand crime du siècle, comme Dreyfus l'avait lui-même dit le jour de l'horrible parade de dégradation, son épouse, Lucie, et son frère aîné, Mathieu, entreprirent tout ce qu'il était possible de faire pour le sauver et faire éclater son innocence. Toutes les tentatives demeurèrent vaines, les portes se fermaient, les pistes débouchaient, toutes sur des impasses. Il leur faudra attendre 2 ans, à la fin du mois d'octobre 1896, pour qu'un jeune publiciste, Bernard Lazare, très tôt convaincu par Mathieu, put faire paraître une brochure pour dire « L'erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Note. Il n'est pas possible ici d'entrer dans les détails et de raconter précisément les circonstances dans lesquelles put paraître cette brochure. Nous renvoyons à Jean-Denis Brodin, L'affaire, page 160 et suivante, au souvenir de Mathieu Dreyfus, L'affaire telle que je l'ai vécue, page 77-87, et à notre préface à la réédition du second mémoire de Bernard Lazare, une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus. On trouvera les références bibliographiques précises des ouvrages cités dans la bibliographie donnée en fin de volume. Fin de la note. Cette première tentative, qui révélait le vide de l'accusation contre le capitaine et la transmission illégale, ne passa pas inaperçue, mais ne fit guère de prosélyte. De quel droit une famille, un ami juif aussi,
Les critiques ne voulurent souvent retenir que cela. Se permettait-il de discuter la chose jugée et l'honnêteté et l'autorité de cette justice militaire derrière laquelle les bons Français se devaient de faire bloc? L'affaire disparut de nouveau de l'actualité, mais autour de la famille Dreyfus commencèrent à se grouper quelques individus convaincus de l'innocence du capitaine. Bernard Lazare, on le sait, le commandant Forzinetti, qui avait gardé Dreyfus avant son procès, Edgar Demange, son avocat, et le député Joseph Reynac. De son côté, indépendamment de la famille Dreyfus, un homme, respecté de tous, grande figure de la République, le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, partagea à partir de l'été 1897 cette même conviction. Ce vieil homme, à la vie et à la carrière irréprochables, quatrième personnage de l'État, alsacien comme Dreyfus, avait été gagné à la cause du capitaine par un autre Alsacien, l'avocat Louis Leblois, lui-même informé par son ami, le lieutenant-colonel Georges Picard, chef du service des renseignements, qui avait découvert le vide total du dossier contre Dreyfus et l'identité du véritable coupable, le commandant Charles Ferdinand Walsin Esterhazy. Pour ne pas perdre le colonel Picard, Scheurer-Kestner avait promis à Leblois de garder le secret et de ne parler à personne de son informateur. Il avait juste pu, sous les insultes de la presse, laisser courir le bruit et faire part à la famille Dreyfus de sa conviction, mais sans jamais pouvoir en dire plus, sans jamais pouvoir dire le nom du véritable traître, condamné à une action réduite par la promesse qu'il avait faite, impatient de pouvoir dire enfin tout ce qu'il savait, c'est avec un grand soulagement que Scheurer-Kestner se vit libéré le 11 novembre par Mathieu Dreyfus, qui, par une autre voie, qui était aussi un hasard tout à fait extraordinaire, avait appris le nom d'Esterhazy. Note. Il avait été contacté par un courtier M. de Castro qui avait reconnu dans le fac-similé du bordereau sur lequel Dreyfus avait été condamné et que Mathieu avait réalisé en affiche l'écriture d'un de ses clients. Fin de la note. Quelques jours plus tard, le 15, d'accord avec Scheurer, Mathieu dénonçait celui à la place duquel son frère avait été condamné. À ce moment, quelques personnalités, entraînées par l'exemple de Scheurer-Kestner ou convaincues par Lazare qui n'avait cessé de multiplier les visites, rejoignirent cette petite minorité qui se battait pour que fût révisé le procès du capitaine. Des littérateurs, Pierre Quillard, Pierre Valdagne, Marcel Prévost, etc., deux sénateurs, l'ancien ministre Ludovic Trarieux et Arthur Ranc, quelques savants, Louis Havet, Gabriel Monod, le bibliothécaire de Normal, Lucien R., etc. Zola, romancier à grand succès, aussi célèbre et lu qu'il était l'objet des plus sévères critiques et parfois d'une véritable haine, Zola, ancien président de la Société des gens de lettres, plusieurs fois sollicité, visiblement troublé et intéressé, s'engagea à la fin de novembre. On sait qu'il avait été pressenti très tôt, dès la fin de 1896, quand Bernard Lazare lui avait rendu une première visite et que Zola avait alors refusé de prendre part au débat. On sait que l'année suivante, au début de novembre, il avait encore refusé de se laisser convaincre. Pourtant, si après la visite que lui avait rendue Lazare, il avait écrit le 6 à son épouse qu'il préférait s'en tenir à l'écart, je cite, la plaie est trop envenimée, fin de citation, note, correspondance 9, page 94, fin de la note, il avait envisagé, le 8, convaincu enfin par Leblois de l'épouvantable erreur judiciaire, la possibilité de se mettre en avant s'il devait le faire. Note, lettre à son épouse, correspondance 9, page 96, fin de la note. Mais comment, de quelle façon, sur quel plan devait-il se placer? Le 10, nouvelle lettre à son épouse. Je cite, personnellement, je n'interviendrai pas, car je n'ai en somme aucune qualité pour le faire. Fin de citation. Note, correspondance 9, page 97, fin de la note. Écrivain, mobilisé par son œuvre, il estimait n'avoir plus à se mêler de politique et depuis quelque temps refusait de le faire. S'il avait accepté en 1889 d'engager son nom pour défendre Lucien d'Escave, ce n'était que parce qu'il s'agissait de censure, d'un livre condamné et d'un confrère. Il n'avait pas voulu, en revanche, signer une autre pétition qui lui était proposée quelques années plus tard, en 1894, pour une autre affaire de censure qui avait valu à l'anarchiste Jean Grave d'être incarcéré.
Grave n'est pas un écrivain, un des nôtres, c'est un politique, un militant. Que les politiciens se débrouillent, je ne fais pas de politique, moi. Le jour où il me plaira d'en faire, j'entrerai dans l'action. Jusque-là, je n'ai rien à voir aux mésaventures politiques des militants. Note Le Figaro, 8 mars 1894, fin de la note. Cette attitude, question de principe opposée à celle que défendaient avec une belle ardeur ses plus implacables ennemis, les symbolistes, ne tenait plus alors. Il se devait d'être ce nouveau Victor Hugo dont il citera l'exemple au reporter de l'Aurore Philippe Dubois le 6 décembre, et duquel il dira qu'il n'eût pas laissé s'accomplir l'odieuse besogne sans faire entendre la grande voix de la justice, sans défendre le droit des gens. Il eût trouvé dans son éloquence des paroles généreuses qui eussent atteint leur but. Ces paroles généreuses qui eussent atteint leur but, il allait les écrire, et c'est peut-être bien sur un procédé rhétorique pour parer à l'avance un reproche qu'on ne manquerait pas de lui faire, et ainsi pouvoir mieux faire passer ce qu'il avait à dire, qu'il entra en campagne sur le thème de l'œuvre admirable à faire, cette note, lettre à son épouse du 16 novembre, correspondance 9, page 99, fin de la note, qu'il s'engagea, comme il aura soin de le préciser en tête de son premier article, consacré à Scheurer-Kestner, en professionnel, en romancier, surtout séduit, exalté par un tel drame. Note La vérité en marche, page 2, fin de la note. Indéniablement avait-il à l'esprit cette œuvre future. 9. Note CF ses impressions d'audience. Je cite ce que j'avais vu pour les lettres dans l'affaire, une trilogie de type. Le condamné innocent, là-bas, avec la tempête dans son crâne, le coupable ici, libre ici, avec ce qui se passait en lui, tandis qu'un autre expiait son crime. Et le faiseur de vérité, Scheurer-Kestner, silencieux et agissant. J'avais débuté par ce dernier dans un article du Figaro, et je songeais aux deux autres avec l'arrière-pensée d'un drame peut-être, d'une œuvre où je dresserais ces trois types. Et peu à peu, comment ma pensée a dévié, comment j'ai été entraîné à l'action. Fin de citation, publié en annexe à Vérité, page 670. Fin de la note. Cette œuvre future, donc, met son entrée dans l'affaire, sa défense de Scheurer-Kestner était bien plus pourtant que cette présentation exagérément modeste. Elle était un acte, déjà, éminemment politique et d'une capitale importance, dans lequel étaient présents tous les thèmes qu'il développera dans les articles suivants. Il dira dans ce premier article sa conviction, l'injustice dont on faisait preuve à l'égard du grand Scheurer-Kestner, il y affirmera l'erreur judiciaire, mettra en garde les responsables contre une obstination criminelle qui représentait un réel danger pour la France et la République, dénoncera la presse de sang et le stupide antisémitisme contre lequel il s'était mobilisé dès 1896. Note pour les Juifs, Le Figaro, 16 mai 1896, fin de la note, et dont il fut avec Bernard Lazare, Salomon Reynac, Pierre Quillard et l'anarchiste Sébastien Faure, l'un des plus virulents dénonciateurs, et dans lequel il voulait voir, avec eux, un des moteurs de l'affaire. Mais surtout, il s'engageait là dans le combat pour la révision, en toute conscience du rôle qu'il avait à y jouer. Dans une interview jusqu'alors inconnue, que nous publions ici pour la première fois, il disait à son ami Brula « Si l'enquête en cours n'aboutit pas à la révision du procès, et je m'y attends, je prendrai la plume et j'irai jusqu'au bout. » Et d'ajouter « J'ai les preuves matérielles de l'innocence de Dreyfus, il ne restera pas au bagne, j'en fais mon affaire. » Note l'événement, 1er décembre 1897, ce volume, pages 32 et 34, fin de la note. À chaque article, il précisera sa pensée, variera les arguments pour bien se faire comprendre, durcira le ton. Puis, le 13 janvier, après le scandaleux et prévisible acquittement d'Esterhazy, explosera la bombe publiée dans l'Aurore, tirée à 300 000 exemplaires, qui était un défi que le gouvernement était obligé de relever. J'accuse, chef-d'œuvre de la littérature polémique, coup journalistique sans précédent, était aussi un coup de stratège, un véritable coup de force pour obliger un gouvernement à agir et à réagir, à se départir enfin d'une attitude véritablement autiste qu'avait illustré, après le déchaînement provoqué par le légaliste Scheurer-Kestner, le président du Conseil Méline, en une phrase demeurée fameuse
Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il n'y a pas en ce moment et il ne peut y avoir d'affaire Dreyfus. Bernard Lazare et Scheurer avaient défendu un innocent, Zola attaquait les coupables. Qu'importait alors, comme on lui en fit le reproche, qu'il se fût trompé dans J'accuse, épargnant le criminel en chef. Mercier, oubliant le faussaire Henri, grossissant le rôle de Dupaty de Clam. Outre le fait qu'il était impossible, en ce début de 1898, de proposer d'autres thèses avec les informations dont disposaient alors les partisans du capitaine, le but de Zola n'était pas de faire œuvre d'historien. Note, à ce sujet, il faut lire les démonstrations d'Alain Pagès, Émile Zola, un intellectuel dans l'affaire Dreyfus, pages 113 à 115, et de Nellie Wilson, Zola et l'affaire Dreyfus, in correspondance 9, pages 70 à 73. Fin de la note. Il voulait provoquer le scandale, et dans cette optique, il fallait que le trait fût gros, appuyé, sans nuance et fioriture. Méline ne pouvait plus maintenant refuser d'assumer le rôle qui était le sien, se dissimuler derrière d'extravagantes dénégations. Il allait y avoir de nouveau une affaire Dreyfus à travers l'affaire Zola. Le romancier avait cité des noms, exposé les responsabilités, et attendait d'être jugé pour cela. Il n'eut guère à attendre. Décidé le 18 janvier lors du Conseil des ministres, le procès de Zola, motivé par une quinzaine de lignes retenues, note, CF réponse à l'assignation, fin de la note, pour éviter qu'il devînt une révision du procès Dreyfus, s'ouvrit le 7 février 1898. Peu avant J'accuse, l'affaire Dreyfus avait pris de considérables proportions. La presse ne parlait plus que d'elle. Des journaux se créaient même pour ou contre la révision. J'accuse venait renforcer encore ce mouvement et portait véritablement l'affaire à son paroxysme. Les listes de protestations, sur la première desquelles figure en tête le nom de Zola, couvertes de milliers de signatures d'intellectuels, professeurs, étudiants, artistes, littérateurs, etc., qui circulaient depuis le début du mois, paraissaient, les manifestations de rue se multipliaient et finissaient le plus souvent en bataille rangée, les premières réunions publiques, houleuses, violentes, se tenaient. Aux cris de « Vive Dreyfus »,« Vive Zola », répondaient ceux de « Vive l'armée »,« Conspuez Zola, mort aux Juifs ». Ce dernier cri ne fut pas qu'une parole, ponctuant des bris de vitres et qui permettrait de se garder de passer à l'acte. En province, principalement, les quartiers juifs furent assaillis par une foule déchaînée et menaçante. En Algérie, je cite, « On a pillé, saccagé, brûlé, massacré pour la gloire de l'Évangile ». Fin de citation. Note, Georges Clémenceau, Le Recul, l'Aurore, 29 janvier 1898, fin de la note. À Boufarik, à Mostaganem, à Blida, à Médéa, à Bab el-Oued, de véritables pogroms eurent lieu avec leur cortège de scènes insoutenables. Des magasins furent dévastés et pillés, des lieux de culte et des objets rituels profanés, des femmes furent violées, des gens battus, quelques-uns tués. J'accuse faisait sortir l'affaire Dreyfus de son étroit cadre juridique. L'affaire, avec capital, naissait, qui dépassait maintenant très largement le cas du capitaine et la révision de son procès, pour porter le débat sur l'essentielle question du choix de société. Zola, qui avait agi seul contre l'État, le gouvernement, l'armée et l'opinion publique, obligeait chacun à prendre position, en posant pratiquement par l'exemple la question de la place de l'intellectuel dans la cité, question débattue depuis quelques années et enfermée dans les limites étroites et confidentielles de la seule avant-garde, Zola encourageait les prises de position au grand jour. La jeunesse littéraire se déclarait, et avec elle, derrière ses professeurs, celle des écoles. Bien sûr, beaucoup parmi ces savants, chartistes, professeurs au Collège de France, à la Sorbonne, etc., beaucoup parmi ces lettrés pouvaient n'apprécier que très moyennement la forme peu scientifique adoptée par Zola. Mais, pour la première fois, un véritable espoir naissait, non seulement de sauver Dreyfus et d'établir les responsabilités, mais surtout de faire barrage au mensonge, à l'injustice et à l'obscurité, d'affirmer fermement et précisément les principes démocratiques et républicains. Un espoir est d'autant plus grand que le scandaleux acquittement d'Esterhazy, insolente victoire de l'état-major, fermait toute nouvelle chance de réviser le procès de 1894. Zola avait senti l'instant venu de frapper un grand coup, d'opposer la violence à la violence. L'atmosphère était obscurcie, on avait besoin d'air et de lumière, on étouffait. Il brisa les vitres
et le fracas fut tel qu'il couvrit un moment tous les bruits de l'imposture. Note, Paul Brula, Lumière et grandes ombres, page 141, fin de la note. Le 21 février, après un procès qui avait concentré toutes les attentions, Zola fut condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende, et Pérenx, le gérant de l'Aurore, à 4 mois de prison et à 3000 francs d'amende. S'étant pourvu en cassation, Zola eut gain de cause. La plainte déposée par le ministre de la Guerre n'était pas recevable en droit, qui aurait dû être le fait du conseil de guerre mis en cause par Zola. Il le fit le 10 avril. Le nouveau procès, le 23 mai à Versailles, ville de garnison, fut repoussé dès le début de la première audience, pour une question de procédure. Laborie et son avocat, plaidant l'incompétence du tribunal, obtint la suspension. Au 18 juillet. Zola y parut quelques heures. Laborie, plaidant tour à tour l'irrecevabilité de la plainte et le débat sur le fond, conclusion rejetée, quitta la salle avec les inculpés Zola et Pérenx, qui par défaut furent condamnés au maximum prévu par la loi. Convaincu par Laborie, Zola décidera alors de quitter la France et se réfugiera en Angleterre, où il se cachera sous le nom d'un de ses personnages, M. Pascal. Après ce départ, qui fut diversement interprété et offrit à la presse nationaliste l'occasion de renouveler le catalogue de ses injures, les événements se précipitèrent. Une pièce accusatrice qui donnait en toutes lettres le nom de Dreyfus et dont le texte avait été révélé en dernier argument par Depellieu au procès Zola et réutilisé le 7 juillet à la Chambre par le ministre de la Guerre Cavaignac, qui l'avait fait afficher dans toutes les communes de France, fut percée à jour. Elle était un faux fabriqué par le lieutenant-colonel Henry, successeur de Picard à la tête du service des renseignements. Arrêté, incarcéré, Henry fut retrouvé mort dans sa cellule, la gorge tranchée et un rasoir à la main. Avec cette découverte, qui entraîna la chute du ministère, la révision devenait inévitable. Le 3 juin 1899, la Cour de cassation cassait le jugement de 1894 et renvoyait Dreyfus devant un nouveau conseil de guerre. Zola pouvait rentrer en France. Depuis 11 mois bientôt, j'ai quitté la France. Pendant 11 mois, je me suis imposé l'exil le plus total, la retraite la plus ignorée, le silence le plus absolu. J'étais comme le mort volontaire, couché au secret, tombeau, dans l'attente de la vérité et de la justice. Et aujourd'hui, la vérité ayant vaincu, la justice régnant enfin, je renais, je rentre et reprends ma place sur la terre française. Note, Justice, l'Aurore, 5 juin 1899, La vérité en marche, page 129, fin de la note. Ce nouveau procès qui se tint à Rennes du 7 août au 9 septembre ne fut pas la formalité, la confirmation de l'arrêt de la Cour de cassation que beaucoup attendaient. Si Dreyfus n'était plus à l'île du Diable, si Zola était rentré, si le lieutenant-colonel Picard était libéré après 11 mois de prison voulus par le ministre Cavaignac, il restait à donner aux Français l'apaisement qu'ils souhaitaient en châtiant les coupables et en faisant justice des accusations odieuses qui pesaient sur le capitaine et ses 2 défenseurs. À Rennes, si la vérité put percer au milieu des faux témoignages, la justice demeura absente. Alfred Dreyfus demeurait un traître et fut condamné à 10 ans de détention. Coupable, donc, et coupable avec les circonstances atténuantes. À l'absurdité près de cette trahison atténuée, ce verdict était prévisible. Zola l'avait écrit après le procès Esterhazy dans J'accuse. Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre déferait ce qu'un conseil de guerre avait fait ? Cet incroyable verdict, complété quelques jours après par la grâce de Dreyfus, devait contenter tout le monde. Les partisans du capitaine voyaient leur protégé libre et l'honneur de l'armée était sauf. Zola et Picard attendaient toujours d'être jugés. Les procès seront repoussés chaque fois jusqu'à décembre 1900 et le vote de la loi d'amnistie qui couvrait les faits antérieurs se rattachant à l'affaire Dreyfus et qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice définitive avant cette promulgation. Zola et Picard ne pourraient donc pas faire éclater leur innocence. Dreyfus était libre, mais toujours coupable, et les faussaires pouvaient vivre tranquilles, qui ne seraient jamais inquiétés. L'apaisement avait été voulu à ce prix. Zola ne connaîtra pas la fin de l'affaire. On le retrouvera mort chez lui le 29 septembre 1902, asphyxié par une cheminée bouchée. Stupide accident ?
Assassinat, on ne sait. Quelques mois plus tard paraîtra son dernier roman, Vérité, dont la parution en feuilleton avait commencé peu avant son décès. Cette très libre transposition de l'affaire, qui met en scène un instituteur juif, Simon, innocent du crime dont on l'accuse, et qui n'est pas le roman de l'affaire auquel il avait songé un temps, se termine par une réhabilitation. Dreyfus, comme Simon, sera réhabilité 7 ans après l'incroyable verdict de Rennes, 4 ans après la mort de Zola en juillet 1906. L'affaire Dreyfus était terminée, rien n'avait pu arrêter la vérité en marche, la justice triomphait et avec elle la République. C'est l'idée qu'il faut retenir, même si ce triomphe fut incomplet, qui laissa les crimes impunis et ne fut pas celui du principal intéressé que frappa une dernière injustice. Il ne fut pas rétabli dans son grade, perdant 5 ans d'ancienneté, et se retrouva sur les listes d'avancement derrière des officiers entrés dans la carrière bien après lui. Dreyfus, réhabilité, promis seulement commandant, décoré, ne pouvait que quitter une armée qui ne voulait décidément pas de lui. Ces 5 années ne lui furent jamais rendues. 5 années, pour ainsi dire, le temps qu'il avait passé à l'île du diable. Le présent volume reprend les textes et les interviews qui marquèrent chaque étape de l'engagement d'Émile Zola jusqu'à son premier procès. De ce procès, conséquence de J'accuse, qu'il n'est guère possible dans les limites de cet ouvrage de présenter, fût-ce à l'aide d'extraits dans sa totalité, nous donnerons les brèves impressions d'audience dues à la plume de 2 figures de chaque camp, le dreyfusard Pierre Quillard et l'anti-dreyfusard Maurice Barrès. Enfin, pour qu'il soit bien possible de se rendre compte du véritable déchaînement de haine et de passion que provoqua J'accuse, nous donnerons des extraits d'articles des principaux quotidiens qui permettront de mesurer le formidable impact que suscita l'engagement de Zola, les espoirs qu'il sut faire naître et les haines tout à fait formidables qu'il provoqua. Note qu'on me permette ici de remercier, pour tout ce que je leur dois, messieurs Éric Cam, Jean-Yves Molinier, Pascal Horry et Alain Pagès. Fin de la note.